Je remonte le temps d'un commerce, tout laisse un silence à notre diapason. Faire bouger les cordes à d'autres horizons, ça fait peau de bout. Voyez, vous balancez la tonne, dit la vidonne, balabida. Une mélodie de cœur de panal, battez la dame et la vidonne. Comme une reconnaissance, oui, pour l'air de Vison, qui relambonne avec ses âmes. Nous sommes des basiligans, qui polygams, qui consacrent la vie à nos regards de monde, si la vidonne. Allez, toujours en direct de ce marché des producteurs de pays ici à Trigance, dans le Var, dans le haut de ce département varois. Je me rapproche d'un stand pas qu'un peu original, particulièrement intéressant, Planta Délices, avec Christine et Pierre. Alors, cueilleurs, producteurs et artisans de produits naturels à base de plantes de qualité biologique, à Castellane en Provence. Bonjour Christine, bonjour Pierre. Et bonjour. Allez, en direct de ce marché des producteurs de pays, eh bien, présentez-nous ce joli stand que vous exposez aujourd'hui ici à Trigance. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, on peut y trouver des infusions qui sont issues de plantes que nous récoltons dans notre jardin ou dans les collines environnantes. On trouvera aussi des confitures, pareil, qui sont faites avec des fruits qu'on récolte nous-mêmes. Et puis on fait macérer des plantes aussi dans de l'huile, donc on obtient des macérats huileux pour le bien-être, pour la santé, pour le corps. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Des savons, des sirop de lavande original, différents sirops médicinaux entre guillemets, en tout cas toujours agréable au goût. Voilà, c'est à peu près l'essentiel de notre production. Vous travaillez avec... Est-ce que ça se compte en nombre de plantes différentes ou est-ce que vous avez... on est plutôt sur 5 plantes différentes et une multitude de produits ou est-ce qu'on est sur une multitude de plantes différentes et une multitude de produits et quelques exemples de plantes avec lesquelles vous travaillez ? Oui, ça va plutôt être une multitude de plantes dans la mesure où il y en a, je cueille entre les fruits et les plantes, que ce soit aromatiques ou médicinales, une quarantaine de plantes différentes, donc ça fait déjà pas mal. Multitude de produits aussi parce qu'on est très diversifié. Notre spécificité, c'est de faire de la petite production pour que ça reste un plaisir pour nous, pour pas tomber dans de l'abattage, dans de l'usinage. Et de faire du frais le plus possible aussi, quoi. Donc on n'a pas de gros stocks, ce qui fait que quand les gens sont intéressés par certains produits, il vaut mieux venir au moment où c'est la saison parce qu'on n'est jamais assuré d'avoir tout le produit toute l'année. C'est la nature qui commande, c'est pas nous. Alors quel type de plantes on va pouvoir retrouver ? Et quelques exemples de vertus. Alors bon, c'est un vaste domaine ça, hein. Moi je vais envie de parler de la mélisse parce que c'est une plante que j'adore, qui est une grande plante médicinale, peut-être la plus grande à mon sens, parce qu'elle soigne tellement de choses différentes. C'est la plante des femmes par excellence. Tous les problèmes dus à des troubles nerveux, que ce soit mauvaise digestion, mauvais sommeil, même les problèmes hormonaux. Et en plus, elle est agréable au goût. Donc c'est vraiment une plante, on peut en user, en abuser sans risque de surdosage. C'est vraiment la plante médicinale par excellence. Pour celle-ci, je la vends uniquement en tisane. Parce que c'est le plaisir du goût et pour se faire du bien aussi. Après, il y a d'autres plantes comme la lavande, évidemment, qui est assez incontournable aussi dans la région. Alors celle-ci, je la décline en tisane, en savon, en sirop, en confit de fleurs. Donc on peut vraiment l'utiliser dans tous ses états, quoi, hein. Et en huile essentielle aussi, en huile de massage. Voilà, ça c'est la plante universelle du coin aussi, hein. Alors pour la lavande justement, il y a malheureusement pas mal de revendeurs aussi dans les environs. On entend parler de lavandin, de lavande. Quelle est la différence pour les personnes qui ne connaissent pas et quel est le conseil que tu pourrais donner pour reconnaître des produits à base de lavande si c'est reconnaissable ? Alors reconnaissable, sur la plante sèche, malgré tout la plupart du temps ce qu'on trouve c'est de la lavande officinale, qu'on trouve aussi sous le nom de lavande fine, de lavande vraie, tout ça c'est la lavandula angustifolia.
C'est la plus parfumée, la plus relaxante, etc. Après, elle pousse en altitude aussi, c'est l'avantage. Si elle est fraîchement séchée, on va la trouver à partir du mois de juillet, voire du mois d'août. Après, il y a la lavande aspic, mais celle-là, on la trouve quand même essentiellement en huile essentielle, justement, ou donc en hydrolat, en eau florale. Le lavandin, il est souvent vendu en grosse quantité, il est souvent pas très joli, parce que les producteurs de lavandin, vu que c'est la plupart du temps une plante cultivée, puisque c'est un hybride entre la lavande aspic et l'officinale, si les gens trouvent des grosses quantités du style 500 grammes de fleurs sèches qui sont pas très jolies et qui sont vendues pas cher, ça sera du lavandin. La lavande officinale en séché, elle reste un peu un produit quand même précieux, parce qu'il faut aller la chercher dans les montagnes. Donc c'est un gros travail de cueillette, de tri, etc. C'est pas la machine qui fait, c'est les mains de l'homme. Et le lavandin n'a pas les mêmes vertus que la lavande, malgré que ce soit un hybride. Non, le lavandin, il va hériter du côté camphré de la lavande aspic. Donc c'est vrai qu'en tisane, il va être beaucoup moins agréable parce qu'il sera plus fort. Le camphre donne un côté un peu plus corsé, qui est beaucoup moins intéressant. En huile essentielle, du fait qu'il coûte peu cher, parce que comme c'est cultivé, il est plus facile à récolter et il a un rendement aussi supérieur pour sa production d'huile essentielle. Beaucoup de gens l'achètent à un usage ménager, on va dire, pour parfumer, pour mettre dans la lessive, pour parfumer la maison. C'est vrai que c'est un très bon usage comme ça. Il est quand même intéressant pour les douleurs articulaires. Ça fait quelque chose d'abordable pour aussi se soigner, pour avoir du confort de santé. La lavande aspic sera vraiment utilisée pour quand même les problèmes inflammatoires, les piqûres d'insectes, de moustiques, guêpes, etc. Plus on l'utilise vite, plus elle est efficace. Comment on l'utilise dans ces cas-là? On se fait piquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors soit on a de l'huile essentielle, mais si on a des fleurs de lavande aspic sous la main, on se frotte avec les fleurs fraîches aussi, c'est très efficace. La lavande officinale aussi aura cet effet, mais un peu moins marqué parce qu'elle est moins camphrée. Mais si on a que de la lavande officinale sous la main, il ne faut pas hésiter à se frotter avec, ça sera aussi très efficace. Donc la mélisse, la lavande, quoi d'autre? Quoi d'autre? Le thym, bien sûr, aussi, on est dans un pays de thym. Ouais, un grand classique ici. Voilà. Alors, autour de chez nous, il y a surtout du thym qu'on appelle la linalol. C'est une variété chimique. On l'appelle communément le thym citronné parce qu'il a un parfum très agréable. Alors, je me permets la pause. Quand tu dis chimique, qu'est-ce que tu entends? Puisque dans le commun des mortels, j'ai envie de dire, dans le langage courant, chimique veut souvent dire transformé, produit de synthèse, alors que la chimie est partout dans la nature. Donc, est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, cette appellation? Voilà, en fait, c'est une variété biochimique, non pas chimique, effectivement. Toutes les plantes ont une composition chimique. Elles sont faites de molécules biochimiques qu'on trouve particulièrement dans l'huile essentielle. Et donc, la qualité biochimique du thym linalol est plus douce que celle du thym rouge, par exemple, qu'on trouve plus dans le Var, plus bas, vers Toulon, par exemple. Ça fait des thym très corsés, qui ont un parfum qui va ressembler à la sarriette, assez agressif, en fait. Alors que l'huile essentielle de thym linalol est très douce, elle a un côté antiviral, elle a un côté désinfectant, adoucissant, antimycosique aussi. Et c'est celui-là qu'on trouve chez nous. Alors, de mon côté, je ne suis pas distillatrice, mais je fais quand même sécher cette plante. Et ça donne une infusion très agréable aussi, qui a à la fois un goût de thym et à la fois un petit goût citronné, très apprécié des gens, et avec lequel je fais aussi un confit de thym, qui est excellent à manger avec des viandes ou dans des salades, diluer des vinaigrettes avec un fromage de frais. C'est vraiment divin. Oui, parce que les confits peuvent faire office de confiture, mais peuvent faire office de condiment dans un plat cuisiné. Voilà, tout à fait. On peut déglacer avec un confit de thym ou de lavande ou de romarin. On peut déglacer un jus de viande, par exemple, ou manger ça. Moi, comme je le préfère, c'est vraiment avec le fromage de chèvre. Avec des glaces aussi, etc. Alors, on va justement passer un peu à la technique de la cueillette. J'imagine, donc tu as besoin de prélever dans la nature des fleurs. A priori, on n'est pas sur des fleurs protégées par la loi. En même temps, je te pose la question, est-ce que tu as le droit de cueillir certaines fleurs dans certains cadres qui seraient protégés par la loi? Et la question plus transversale, c'est qu'est-ce qui peut me garantir à moi, consommateur, par exemple, que tu vas faire attention à la pérennité des plantes, que tu ne vas pas tout cueillir, ou alors que si toi tu ne veux pas tout cueillir, qu'il n'y ait pas plusieurs cueilleurs qui aillent au même endroit et que ça puisse avoir un effet peut-être un peu négatif sur la nature. Comment est-ce que c'est géré ça? Alors, il y a plusieurs réponses à donner. Par rapport à notre éthique dans la cueillette, on est adhérent du syndicat Simple. C'est un syndicat de producteurs de plantes, à l'origine qui était en milieu de montagne. Et dans notre cahier des charges des Simples, il est bien stipulé qu'on fait avant tout attention aux populations végétales. Donc on est soucieux de préserver effectivement ces populations.
quand on fait une cueillette sur un site, même s'il y a beaucoup de plantes, on laisse toujours au moins un tiers. Quand on cueille des fleurs, on peut cueillir un peu plus puisqu'on ne coupe pas la plante. Mais de manière générale, voilà, on fait quand même très attention. Ensuite, par rapport à d'autres cueilleurs éventuels qui viendraient, ben là c'est vrai que c'est un peu... on a des sites sur lesquels on a l'habitude de venir. De mon côté, j'ai jamais eu de mauvaise surprise de voir que des gens sont passés avant moi. Il n'y a pas encore trop de producteurs ni de cueilleurs dans la zone de Castellane, mais je connais certaines régions où effectivement, notamment des distillateurs qui eux ont besoin de quantités plus importantes, ont pu parfois arriver sur leur site de cueillette et voir que quelqu'un était passé avant eux. Alors là, il peut y avoir un problème aussi de surconsommation, mais surtout par rapport à qui est propriétaire des terrains. S'il y a un accord qui est entendu avec le propriétaire et le cueilleur, normalement, le propriétaire doit se soucier que personne d'autre ne vienne que celui avec qui il a fait un pacte, si on peut dire. Voilà. Ce sont des cas exceptionnels ou est-ce que c'est fréquent ? Jusqu'à présent, c'était des cas exceptionnels, mais c'est vrai que les plantes ayant un engouement vraiment assez clair depuis quelques années, de plus en plus de personnes cherchent à s'installer comme cueilleurs. Et parfois, les gens ne prennent pas trop des précautions et s'imaginent que dans la nature, c'est à tout le monde. Alors, ce n'est pas le cas. Donc, la première des choses à faire dans ces cas-là, c'est quand même de se renseigner sur la possibilité de cueillir. Vu que dans les terrains sauvages, entre guillemets, un terrain appartient toujours à quelqu'un, à un privé, à une institution, à une administration. Donc, la première des choses à faire, c'est d'être sûr qu'on peut faire et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller après nous, quoi, pour ne pas créer de problèmes aux autres aussi. Donc, est-ce qu'on doit sauter de joie en se disant, bon, on peut rentrer dans des petites problématiques où il faut s'organiser, mais tant mieux, il y a de plus en plus de cueilleurs, il y a un retour à la nature, ou est-ce que c'est plus parce que l'urbanisation grignote de plus en plus de territoires et que du coup les gens se rendent compte que c'est important de préserver la nature, se rapprochent des plantes, mais hélas, il y a de moins en moins de territoires sauvages et du coup les cueilleurs se concentrent au même endroit. Quelle est la bonne version ou est-ce qu'on est face à un mélange de ces deux versions ? C'est sûr que c'est un peu le problème, Si toutes les personnes avaient besoin de plantes pour se soigner, l'idéal, entre guillemets, même si ça mettait notre métier en péril, ça serait que chacun aille faire sa petite récolte personnelle sans plus. Bon, malgré tout, il y a des gens, comme tu dis, qui vivent en ville et qui n'ont pas accès au site où ils pourront trouver des plantes pour se faire du bien. Donc c'est bien qu'il y ait encore des gens comme nous qui connaissent aussi, parce que la première des choses, c'est de connaître aussi les plantes et de savoir aller les récolter au bon moment et voilà, respecter la nature, comme on disait. Des sites sauvages, il y en a quand même encore beaucoup à notre portée. Mais voilà, il faut se débrouiller pour qu'ils ne soient pas menacés par la surcueillette, effectivement. Bon, il faut savoir qu'ici, on se trouve quand même entre le Var, les Alpes de Haute-Provence, le haut des Alpes-Maritimes. C'est vrai que c'est un territoire préservé, quoi. On n'est pas sur certains littoraux urbanisés. Donc c'est vrai qu'ici, il y a quand même pas mal d'espaces sauvages. À mon sens, il n'y a pas encore effectivement de menaces, en tout cas sur les plantes qu'on cueille très classiquement. Je ne pense pas qu'il y ait de menaces. Pour des plantes plus fragiles comme l'arnica, alors il y a des sites où il y en a énormément. Quand ça fait partie d'un parc, je pense notamment au parc du Mercantour, là on a vraiment l'obligation de demander l'autorisation, parce qu'on est soumis à une lourde amende si on est pris à cueillir dans un site du parc. Et si on demande l'autorisation, en général on les a, mais il faut faire les choses en règle. Voilà. Alors, une question que j'aime bien poser, c'est comment on vient, ou comment vous en êtes venu à devenir cueilleur, producteur et artisan autour des plantes médicinales et aromatiques ? C'est une passion des plantes que j'ai personnellement depuis toute petite, pas forcément les plantes médicinales d'ailleurs. Mais voilà, au bout de 8 ans de cuisine dans un gîte d'étape, je voyais de ma fenêtre la campagne et je me disais que vraiment j'avais envie de travailler dehors. Donc c'est aussi ça qui m'a motivée à me dire je vais aller cueillir des plantes. Bon, une fois qu'on cueille des plantes, il faut en faire quelque chose. Donc le côté médicinal est venu à la suite et en ayant fait l'école lyonnaise des plantes médicinales, je me suis rendu compte que c'était quelque chose en plus qui pouvait vraiment servir aux gens et il y a ce rôle aussi de conseiller pour aider les gens à garder un confort de santé, quoi. Alors il y a une école, enfin même il y a plusieurs écoles spécialisées dans le domaine et apparemment il n'est pas possible pour vous de prescrire. Quelle est un peu ta position là-dessus ? Est-ce que tu trouves ça normal parce que le diagnostic médical en effet nécessite peut-être d'autres études qui sont spécifiques à la connaissance du corps humain et est-ce que dans ces cas-là l'école que tu as faite est beaucoup plus orientée sur la connaissance des plantes et moins sur la connaissance du corps humain ?
Ou est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair et qu'il y a une sorte de marché de la santé préservé par des lobbies? Quelle est ta position? Alors nous, ce qu'on aimerait bien en tant que producteur et vendeur, c'est pouvoir simplement maintenir une tradition autour des plantes qui existe depuis des centaines d'années. Autrefois, chaque personne, ou au moins dans chaque village, il y avait quelqu'un qui connaissait un peu les plantes et qui pouvait conseiller les gens sur les bobos du quotidien. Si je peux me permettre, il y avait les druides déjà, on est en France, avant c'était la Gaule, il y avait les Gaëls, et puis bon, je veux dire, les druides ont plusieurs millénaires d'existence, on soignait avec les plantes. De tout temps, il y a toujours eu des gens autour des sociétés qui connaissaient un peu plus les plantes que les autres et qui étaient là pour les conseiller. Nous, on aimerait bien pouvoir garder ce rôle, sans prétendre remplacer ni les médecins ni les pharmaciens, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais on aimerait pouvoir être libre de conseiller les gens parce qu'ils sont demandeurs quand ils viennent sur notre stand, sans risquer de se faire taper sur les doigts par l'ordre des pharmaciens ou l'ordre des médecins. Mais malheureusement, ce n'est pas encore trop le cas. Petit à petit, ça s'assouplit un petit peu. On est libre de vendre un peu plus de plantes qu'autrefois. Et notre porte-parole du syndicat simple, qui s'appelle Thierry Thévenin, essaye de faire en sorte que des plantes vraiment classiques comme l'aubépine soient enfin libérées et qu'on soit libre de la vendre à toute personne qui en a besoin. Mais vous avez une formation médicale ou c'est vraiment exclusivement centré sur la chimie, l'écologie et la transformation des plantes? Alors de mon côté, donc pour ma part, j'ai fait de la biologie, donc j'ai appris comment fonctionnait le corps humain. Quand on fait aussi, qu'on suit une école d'herboristerie, il y a quand même une partie physiologie, pathologie. Donc on apprend pourquoi l'application de telle plante va avoir des bienfaits sur le corps humain, sur tel ou tel dysfonctionnement, on va dire. Donc on est habilité quand même à conseiller les gens et peut-être même, je dirais que heureusement qu'on est là parce que parfois les gens ils vont lire un article dans un journal qui ne va pas avoir beaucoup d'explications. Ils vont vouloir utiliser une plante pour telle ou telle chose sans trop savoir. Donc nous on est là pour les conforter ou pour au contraire les conseiller dans un autre sens, sans remplacer un médecin, je le répète. Maintenant, une question un peu plus économique. Aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de crise, bon, même si c'est à débattre, puisqu'apparemment les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres s'appauvrissent. Être artisan aujourd'hui, un pied dans le Var, un pied dans les Alpes de Haute-Provence, sur la cueillette et la transformation des plantes, est-ce que c'est une profession qui souffre? Est-ce que c'est une profession qui arrive à se maintenir? Parce qu'en effet, il y a une forme de reprise de conscience de l'importance de la place de la nature. Quelle est la situation un peu économique de Planta Délices et de l'ensemble de la profession autour de ce syndicat? J'ai l'impression que du fait que les plantes sont dans l'air du temps, ça permet à tous les producteurs et à tous ceux qui vendent des plantes de se maintenir et de ne pas trop baisser par rapport à bon nombre d'artisans ou de producteurs qui sont dans d'autres secteurs. On va dire que oui, l'intérêt des gens pour les plantes nous permet de nous maintenir. Je ne suis pas sûre qu'on progresse beaucoup, mais au moins on maintient. C'est déjà ça. Et chez Planta Délices, il y a un salaire, il y a 2 salaires? Bon, on va dire que ça fait 1,5 salaire sur l'année. On ne peut pas vivre que de ça, mais bon, ça, c'est quand même l'essentiel de notre revenu. Et exclusivement de la vente directe? Beaucoup, aux 3/4, oui. Il y a des locaux comme la maison de produits de Beauvais, maison de produits de pays. Ça sont des secteurs aussi qui sont en recrudescence et qui marchent bien parce que les gens ont confiance dans ces associations maintenant. Ils savent qu'ils vont trouver des produits locaux et de qualité au même prix que sur les marchés. Donc il y a un engouement très net pour celle de Beauvais dont on fait partie. Et donc ça fait un bon plus. Il y a quelques revendeurs, mais c'est quand même beaucoup de la vente locale. Oui, une maison de pays, donc c'est un regroupement de producteurs autour d'un magasin classique, sauf que là, ce sont les producteurs qui gèrent ça sous forme associative, ce qui fait que ce sont les mêmes prix qu'à la ferme chez le producteur. D'accord, bien, merci beaucoup Christine pour ce témoignage. Une question que je t'ai pas posée? Une question? Non, je sais pas. C'est sympa d'avoir des contacts avec les gens sur les marchés, justement, plus que de vendre. Parce que beaucoup de producteurs, au bout de quelques années, en ont marre de déballer, de remballer sur les marchés. Mais moi, ça fait 14 ans que je fais ça. Et malgré tout, les marchés, même si c'est fatigant, je trouve qu'il y a un contact direct avec le client qui est vraiment intéressant. Un rapport humain qu'il n'y a pas forcément dans le commerce, en tout cas dans la grande distribution. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien sympa. Merci beaucoup pour ton témoignage. Allez, on va continuer sur ces marchés de producteurs de pays et on ira à la découverte de ces chouettes producteurs tout au long de la journée.